Dicolexique sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive proposée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM. Chers amis, bonsoir Ariel Tion au micro, Avner à la technique pour Dicolexique sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive, déclinaison sans déclin. Ce soir, K comme Kinder Transport avec Laura Hobsonfort. Laura Hobsonfort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous allez être dans quelques mois ou dans quelques semaines, je ne sais plus si on peut les compter en mois ou en semaines, professeur d'histoire contemporaine des mondes juifs à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez aussi enseigné dans d'autres lieux et aussi à l'université à Paris. Vous êtes d'origine américaine, vous avez fait paraître il y a quelque temps un ouvrage, vous êtes occupé du monde juif de l'après-guerre. Et ce soir, nous allons parler des Kindertransport, sujet sur lequel vous avez travaillé, vous travaillez. On va voir un peu ce dont il s'agit et surtout ces Kindertransport qu'on associe souvent avec l'Angleterre. Eh bien, ce soir, on va en parler. On va en parler dans le cadre de la France parce que tous les enfants ne sont pas allés en Angleterre. Alors, d'abord, comment en êtes-vous venu à vous occuper de ces enfants juifs qui vont être sauvés? Bon, c'est une longue histoire. Il faut dire il faut la faire court il faut faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais j'ai débuté donc un nouveau projet après avoir travaillé sur l'après-guerre. Je me suis intéressée aux enfants qui ont survécu la guerre par l'immigration. Et en travaillant sur les enfants qui ont quitté la France occupée pour les États-Unis en 41 et 42, j'ai cherché pour mes recherches d'habilitation à diriger des recherches à comprendre l'histoire de leur réseau. Et en remontant le fil de leur réseau, j'ai compris que ces enfants n'étaient pas les enfants français, ni les enfants réfugiés. Certains étaient des réfugiés qui sont arrivés avec les parents, mais j'ai également découvert qu'il y a toute une partie de ces enfants qui sont arrivés seuls en France, et donc qui étaient des enfants du Kindertransport. Donc, le mot allemand signifie donc les transports des enfants, c'est-à-dire les enfants non accompagnés qui viennent seuls. C'est des transports qui sont organisés par des organisations juives face au nazisme pour faire fuir les enfants. Alors, remontons un peu le cours du temps. Les nazis viennent au pouvoir en 1933 en Allemagne. Très vite, on persécute les Juifs de manière tout à fait officielle. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va déclencher? Comment va se produire la prise de conscience qu'au-delà de la persécution, il y a danger et un danger mortel? Et comment va s'organiser l'idée et concrètement aussi le départ d'enfants non accompagnés vers des pays libres? Vous pouvez remonter un peu dans l'enclenchement des années 30 et la montée et le crescendo de la persécution. Oui, tout à fait. Déjà, on va voir que les enfants, donc la question de l'école est limitée pour les enfants juifs parce qu'ils vont mettre en place des numerus clausus
pour les enfants juifs qui vont à l'école publique. Et donc, du coup, à partir de 1934, aux États-Unis, par exemple, la communauté juive commence à créer une organisation qui s'appelle le German Jewish Children's Aid, qui va faire venir des enfants juifs aux États-Unis. On va traduire l'aide aux juifs allemands. Aux enfants juifs allemands, oui. Et donc, ce comité va faire venir des enfants, mais aura du mal à trouver des maisons d'accueil pour ces enfants aux États-Unis et surtout aura du mal à avoir des enfants parce que les parents ne sentent pas encore que leurs enfants courent en danger. C'est-à-dire qu'en mortel. Allemagne, les parents juifs ne se rendent pas compte entre 1934, un peu plus d'un an après que les nazis aient pris le pouvoir, que leurs enfants risquent un danger mortel. Il faut nuancer ça parce qu'on va pas déjà... ils sont victimes des persécutions. On va pas en plus leur traiter d'ignorants. C'est-à-dire l'histoire se déroule en allant en avant et il faut se mettre vraiment à leur place pour comprendre. Les parents, ils pensent que les hommes sont en danger, les cibles de persécution. Et c'est vraiment des étapes qui vont... Donc, il y a des étapes dans la persécution. On connaît les grandes étapes. Mais c'est surtout l'année 1938 qui va être une année tournant parce qu'on va voir donc, l'invasion de l'Autriche en mars 1938, l'Anschluss. Et ça va déclencher des violences sans précédent dans la rue contre les Juifs. Et puis, on a aussi les expulsions en octobre 1938 qui vont concerner non seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. Donc, expulsion de l'Allemagne vers la Pologne. Exactement. De ressortissants juifs qui sont d'origine polonaise. Exactement, merci. Et donc, du coup, ces expulsions ne touchent pas seulement aux hommes. Et ça va commencer à travailler l'idée qu'en fait, le danger n'est pas seulement centré sur les hommes, le danger est centré sur la famille juive. Et c'est notamment la nuit de cristal, le 9-10 novembre 1938. Ce terrible, un pogrom terrible. C'est un pogrom, voilà, c'est exactement ça. Et donc les historiens utilisent bien le mot pogrom pour ce qui s'est déroulé dans cette nuit, les jours et les nuits, donc le 9 et le 10 partout novembre. Des violences incessantes à l'égard des juifs, physiques, à l'égard de leurs institutions, des profanations. Des profanations, on va cibler aussi les institutions où se trouvent les enfants juifs, par exemple les orphelinats. On va entrer dans la synagogue au sein de ces institutions, on va déchirer la Torah, on va menacer, on va taper, on va essayer de faire le plus de violence possible et puis on va brûler les synagogues. Il y a de nombreuses synagogues qui brûlent et il y a beaucoup de pères qui sont arrêtés ce jour-là. Et c'est les arrestations des pères qui déclenchent quelque part une crise dans la famille juive. Et les mamans qui jusque-là ne pensaient pas que leurs enfants étaient en danger, il y a quelque chose qui bascule. Et elles sont nombreuses à chercher des solutions d'immigration pour tout le monde dans la famille. Et elles sont enfin prêtes à se séparer de leurs enfants. Et donc, du coup, on voit beaucoup de mères qui placent leurs enfants dans les orphelinats juifs, qui sont nombreux en Allemagne, dans les villes allemandes. Et ces orphelinats deviennent quelque part des maisons de réfugiés enfants. Et donc, les orphelinats donc les directeurs d'orphelinats vont avoir un problème de place très rapidement et vont du coup commencer à chercher des places à l'étranger ou envoyer leurs enfants. Ces directeurs d'orphelinats, est-ce qu'ils sont affiliés à des mouvements juifs internationaux? Oui, juifs internationaux. Ou en Allemagne, avec des possibilités de contact avec... Ils sont de toute tendance religieux. Les deux que je connais, parce que les deux qui envoient des enfants en France, à ma connaissance, et il se peut qu'il y a plus, mais on a un problème d'archives autour de ces questions. C'est pour ça que ça a pris 80 ans pour le traiter. C'est-à-dire que j'ai dû utiliser la presse juive, et puis il y a des archives qui ont survécu en Autriche. Mais autrement, on n'a pas les archives des institutions françaises qui sont occupées de ce problème. Mais donc, les orphelinats donc, juifs de Francfort et de Berlin envoient des enfants juifs en France. Donc, il y a 10 000 enfants qui vont en Angleterre et la France va recevoir
350 à 450 enfants. Parce qu'on connaît surtout les Kindertransport pour ce qui s'est produit en Angleterre, après avec cet afflux d'enfants qui vont être répartis dans des familles et pas toujours dans des familles juives, ce qui ne va pas être sans incidence pour l'avenir des enfants, sauvés physiquement, mais d'autres qui vont être aussi très assimilés en Angleterre, qui vont devenir de parfaits Britanniques protestants ou catholiques, et d'autres qui vont pouvoir être accueillis dans des familles juives, mais l'idée était de faire partir un maximum d'enfants pour sauver des vies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a l'idée de sauver des vies. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que ça apparaît ou est-ce qu'on n'ose pas le dire, mais on le fait quand même? On sait que les enfants sont en danger. Certains parlent de sauver des vies, mais on n'arrive pas à comprendre concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, comment ça, on n'arrive pas à comprendre concrètement? C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre que les enfants vont être victimes de meurtre. On sent un danger. On sent un danger selon l'acteur. Et donc, il y a différentes organisations qui ont des perceptions tout à fait différentes du danger que courent les enfants. Par exemple, moi, je travaille sur la France et j'ai une des actrices principales de mon histoire, c'est André Salomon. André Salomon, donc, c'est une femme juive alsacienne. Elle déménage à Strasbourg à l'âge de 14 ans. Elle est très active pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, donc entre 42 et 44. C'est elle, sous les auspices de l'OSE, qui va créer un réseau clandestin pour cacher les enfants juifs des maisons de l'OSE. Elle va les aider à devenir les enfants cachés. L'OSE, c'est l'œuvre de secours à l'enfance. Exactement, c'est une organisation juive qui se... Mais vous êtes dans votre... Tellement je suis dans mon sujet que j'oublie les choses de base. Qui est une organisation qui est censée s'occuper, prendre soin de l'enfant. Et qui le fait. Et donc, du coup, André Salomon, en amont, avant de devenir résistante avec un grand R et employée de l'OSE, elle est une jeune femme à Strasbourg. Elle arrive, elle est active dans les milieux sionistes à Strasbourg. Elle aide à créer une structure pour la jeunesse juive à Strasbourg en 1938 qui va rassembler les jeunes juifs de Strasbourg, toutes tendances confondues. Alors, moi, je parle ça à une vision pluraliste du judaïsme, mais on peut voir que la gamme peut-être d'idéologie juive à Strasbourg, à cette époque-là, n'est pas aussi peut-être vaste que c'est en région parisienne au même moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tendance libérale. On parle de différentes gammes d'orthodoxie, on parle des gens qui sont plus ou moins liés toujours à une pratique assez forte du judaïsme. Et il a une forte solidarité qui est née, je crois, aussi d'une perception très forte de l'antisémitisme, puisque la radio allemande passe à Strasbourg et selon les témoignages, on dit que l'air est devenu irrespirable, que c'est vraiment une forte ambiance d'antisémitisme dans cette ville qui va motiver une forte solidarité juive. Donc, on a André Salomon, par exemple. Mais comment Laura Hobson-Faure, comment fait-on le lien? C'est-à-dire qu'on est une femme juive, disons, on a des enfants, il arrive ce qu'il arrive en Allemagne, les maris sont persécutés, enfermés, éloignés, il y a eu la nuit de cristal, les grandes violences, on confie ses enfants ou pas à des orphelinats. Comment on en vient à organiser concrètement, à rassembler autant d'enfants pour faire en sorte qu'ils soient sauvés par des réseaux? Est-ce que c'est un réseau qui se tisse de manière formelle ou c'est un réseau informel de connaissances et de solidarité, en effet, avec des points institutionnels juifs, comme par exemple des orphelinats, des communautés cultuelles, des Kultusgemeinde en Allemagne? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est tout à fait officiel, ces départs. Les enfants sont sélectionnés, ils passent par la communauté allemande dans la ville dans laquelle ils se trouvent ou dans laquelle ils sont le plus proches. Les orphelinats organisent également des départs d'enfants. Et donc, par exemple, dans la ville de Francfort, où se trouve l'orphelinat juif de Francfort, exactement, il y a donc monsieur et madame Marx qui tient cet orphelinat et qui vont chercher des solutions pour leurs enfants, qui sont de plus en plus nombreux à venir dans la maison. Et ils vont appeler, donc monsieur Marx, il va téléphoner à un ami
qui est parti de Francfort à Strasbourg, il va dire, j'ai manque de place, j'ai besoin de lit, est-ce que vous pouvez prendre les enfants? Et donc, ce monsieur, il se trouve, est le voisin d'André et Toby Salomon. Et lui, il va frapper à la porte d'André Salomon et il va expliquer la situation. Et donc, déjà, les gens, ils sont au courant de ce qui s'est passé en novembre 1938, la nuit de cristal, et ils sont tout à fait prêts à agir. Et donc, André Salomon, avec le rabbin René Hirschler, va aller à la préfecture. Elle va obtenir 52 visas pour les enfants. Et ils arrivent en décembre 1938. On va prendre une respiration musicale en compagnie d'Alexandre Litvak et des Gefilte Swing. Et puis pour ce nouveau CD qui s'appelle Klesen Zazu. Et puis on va continuer notre parcours à Laura Hobson-Faure. On va voir un peu ce qu'il advient de ses enfants et de ses premiers enfants. Puis après comment s'organise tout ça et comment d'autres vont venir. Ne partent pas en fanfare. Les enfants quittent, si on va prendre l'exemple, on peut prendre l'exemple de Francfort. Comment les enfants quittent-ils? Vous dites qu'ils sont choisis, sélectionnés. Selon, j'allais dire, les critères de ce choix se fait comment? Est-ce qu'on a des pistes pour savoir? Est-ce qu'on va faire venir des orphelins, des vrais orphelins? Est-ce qu'on va faire venir des gens dont les mères ont apporté, que les mères ont apporté, et ont pris et ont laissé dans l'orphelinat? Quand ce monsieur Marx s'inquiète et demande à son ami à Strasbourg de prendre des enfants, ils le font légalement. Comment tout cela s'organise-t-il et quelles sont, j'allais dire, les sources qui vous ont été fournies? Les sources, c'est vraiment... donc, il y a un problème de source, comme j'ai dit plus tôt, dans la mesure où les archives françaises sur la question, déjà les archives départementales sont éparpillées. J'ai passé la journée à Strasbourg, par exemple, pour chercher la déclaration, l'autorisation pour faire venir ces 52 enfants. Je ne l'ai pas trouvée. Et c'est une page dans les archives administratives très vastes, et donc il faut continuer à chercher. Mais j'ai quelques pages, quelques traces, quelques lettres dans les archives nationales, des archives publiques en France. Et sinon, les institutions qui font venir les enfants, et donc je peux en parler un peu plus, on a très peu de traces administratives. Donc on a des archives autrichiennes qui ont survécu à la guerre. Il y avait même un bombardement dans le bureau dans lequel ces archives se sont trouvées.
trouver, mais ces archives de la communauté juive de Vienne, on a des traces de ce qui s'est passé pour la France. Et donc, on voit quand même qu'il a une sélection qui est faite des enfants de Vienne qui viennent en France à partir de mars 1939. Déjà, je suis un peu loin parce que ce n'est pas André Salomon qui va faire venir ces enfants-là. Mais donc, on va mettre en place pour les 52 enfants de Francfort, c'est le directeur de l'orphelinat qui va choisir les enfants. Et on voit que pas tous les enfants sont orphelins et pas tous les enfants sont résidents de l'orphelinat. On a par exemple un enfant qui est inclus dans ces transports, dont les parents sont donateurs à l'orphelinat. Et le père, il est arrêté et interné, et la mère va venir et elle va dire, j'ai entendu qu'il y a un transport qui s'organise, est-ce que vous pouvez prendre mon fils? Elle va donner le conseil à son fils pour le départ, et c'est quelque chose de très intéressant. C'était pas une famille orthodoxe, même s'ils étaient à Francfort, où la tendance est plutôt orthodoxe. C'est une famille qui allait à une différente synagogue tous les ans pour les fêtes Tishri. Le fils avait fait sa bar mitzvah, mais c'était pas une famille avec une forte identité juive d'une certaine tendance. Elle va dire à son fils, quand tu vas en France, tu vas porter donc le talit avec le tzitzit et tu vas faire comme les orthodoxes parce que tu seras toujours en sécurité si tu restes avec eux. Donc, c'est très intéressant cette anecdote parce que l'enfant arrive en France. Où avez-vous trouvé ce texte? En fait, ce n'est pas un texte, c'est que j'ai pu faire des entretiens d'histoire orale avec certains de ces enfants, notamment ceux qui ont été sauvés. Et là, on parle de sauvetage réellement parce qu'ils échappent, ils quittent la France en 41 et 42 pendant l'occupation de la France et ils sont envoyés aux États-Unis. Donc, il a un double Kindertransport, un double exil. C'est-à-dire que ces enfants qui arrivent d'Allemagne, certains sont sélectionnés pour partir une deuxième fois pendant la guerre en Amérique, notamment cet enfant. Et donc, j'ai pu le rencontrer. C'est une recherche très enrichissante sur le plan humain parce qu'on apprend beaucoup. Et donc, j'ai pu le rencontrer et c'est pour ça que c'est très intéressant de comparer les écrits de l'époque avec les écrits qui sont des pensées et les ressentiments d'aujourd'hui. Parce qu'on n'apprend pas dans les écrits de l'époque que l'enfant fait semblant d'être orthodoxe. C'est quelque chose qu'il ose me dire seulement avec beaucoup de recul, des années après. Et donc, il a dû apprendre toutes les prières. Et il est entré dans la maison des enfants orthodoxes. Et il n'est pas le seul à avoir fait cette transformation religieuse avec l'idée que ça va ajouter un élément de sécurité dans le sauvetage. Est-ce que la mère venait d'une famille orthodoxe? Alors, est-ce que c'est... Alors, en fait, ce que vous laissez entrevoir, en filigrane, c'est qu'il y a quand même un maillage d'affiliation voisine. Quand même, il y a le tissu juif de l'avant-guerre est un tissu qui est beaucoup moins lâche qu'aujourd'hui, beaucoup plus fort, d'une certaine façon, même si ça ne veut pas toujours dire que le sauvetage marche, mais il y a quand même des porosités, la frontière, en tout cas les frontières si les frontières sont difficiles à traverser, les liens entre les juifs sont quand même parfois relativement serrés. Et puis il y a aussi tous les peut-être les diverses organisations philanthropiques, organisations de maisons d'enfants, etc. Oui. Je ne sais pas si on peut comparer avec aujourd'hui. Je pense que je n'oserais pas dire que c'est plus fort ou plus lâche qu'aujourd'hui. Ça, c'est une question qu'on peut débattre. Et je crois qu'il faut des heures pour en parler. Mais pour retourner à cette question de l'époque, on voit que les identités sont complexes. Et je milite justement pour une vision très complexe des identités juives de cette époque, parce que même si on s'annonce d'une tendance, on voit qu'il y a des migrations et les gens, il a un va-et-vient. C'est peut-être ça le réel maillage. C'est-à-dire peut-être, oui, une souplesse, une certaine souplesse. Non, c'est-à-dire qu'il y a de véritables liens communautaires qui existent et qui peut-être aujourd'hui ne sont plus il est plus repérable de la même façon. En tout cas,
Donc, il y a ce Kindertransport que vous voyez qui arrive à Strasbourg, qui est pris en charge par André Salomon. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi et comment réagissent d'autres organismes juifs? Alors, à Paris, il y a aussi des gens qui veulent faire venir les enfants après la nuit des cristal. Donc, il y a notamment, pour résumer assez vite, il y a depuis déjà juillet 1938, en réponse à l'Anschluss, qui a lieu en mars 1938, 2 femmes autrichiennes qui essayent d'écrire des lettres pour faire venir les enfants de Vienne à Paris. Elles écrivent à qui? Elles écrivent à l'institution, l'orphelinat des jeunes filles juives à Vienne, et elles écrivent aussi aux instances français, et elles cherchent à entrer en collaboration avec la baronne Germaine de Rothschild. Alors, ces femmes écrivent 138 lettres pour faire venir 8 filles. Donc, ça montre les heures passées et les démarches administratives sont très compliquées. Et la baronne Germaine de Rothschild, donc, qui, elle est donc née Elfen. C'est une femme qui assume très bien son rôle dans la bourgeoisie, la très grande bourgeoisie juive. Mais c'est une philanthrope connue. C'est une philanthrope connue. Elle est responsable de plusieurs institutions de la famille Rothschild, mais elle a aussi une équipe, elle embauche une équipe de travailleurs sociaux et elle va avoir un rôle assez discret mais important dans la crise des réfugiés, dans le travail social. C'est-à-dire qu'elle va chapeauter cette équipe pour garder assurer les besoins, disons, de 30 familles des réfugiés, et elle va avoir l'idée de faire venir les enfants. Donc, elle demande 50 visas en décembre 1938. Et au même moment, on voit que l'Alliance israélite universelle, donc l'organisation qui est créée en 1860 pour justement militer pour les droits des Juifs partout dans le monde, l'Alliance va créer donc un réseau d'écoles en dehors de la France et dans les colonies françaises. Et dans la métropole, l'Alliance va avoir donc un comité, c'est très, très masculin, il a une seule femme dans cette période, et ces hommes, ils vont avoir également l'idée de faire comme on fait en Angleterre, l'idée de « Ah oui, il faut faire venir les enfants ». Ça va être un peu plus compliqué, et ils vont vite décider de ne pas poursuivre cette initiative et ils vont céder leur place à la baronne Germaine de Rothschild, qui crée, elle, une organisation qui s'appelle le Comité israélite pour les enfants venant d'Allemagne et d'Europe centrale. Ce comité, donc, il va vraiment prendre... il va entrer en existence fin décembre, début janvier 1939, donc décembre 38, janvier 39. Et c'est là où il commence à demander des visas du gouvernement français. Et c'est exactement au même moment où c'est la fin de la guerre d'Espagne et arrive entre 400 000 et 500 000 réfugiés espagnols. Et il y a concurrence pour l'accord des visas, je ne parle pas dans les discours, il y a concurrence. C'est-à-dire que dans les faits, il faut dire que la France a une Kindertransport pour la guerre d'Espagne, déjà en amont. Il a des travaux d'une autre chercheuse, historienne, qui s'appelle Celia Keren, sur cette question. La France reçoit entre 10 000 et 15 000 enfants d'Espagne pendant la guerre d'Espagne, entre 36 et 39. Et donc, du coup... la France va jouer un grand rôle d'accueil pour ces enfants. On ne peut pas conclure et vite dire « Ah oui, ils ont fait ça pour les enfants espagnols et regarde ce qu'ils ont fait pour les Juifs ». Ça serait réductrice et ce n'est pas du tout dans le sens que vont mes travaux. Mais il faut dire aussi que la concordance, la coïncidence historique est importante. C'est-à-dire que le fait que ces réfugiés, la crise des réfugiés qui arrive exactement au même moment où on demande l'arrivée des enfants, ça ne va pas aider la cause des enfants juifs. Un autre élément qui va peut-être jouer, c'est le fait que ce soit des femmes qui ont peu d'expérience dans la vie politique française qui vont faire les demandes, puisque l'Alliance a décidé que ça serait une affaire de femmes, puisque à l'époque, on fait une forte association entre les femmes enfants et les petits enfants. Les femmes et les enfants vont ensemble. Et donc, s'il a enfant,
il a femme. Et donc, ce n'est pas un groupe d'hommes qui vont s'en occuper d'un petit groupe d'enfants. Et donc, du coup, ça va être une affaire de femmes. Et elles vont réussir à obtenir des visas pour 350 à 400 enfants. Et là, j'ai pas les listes qu'il faut pour vraiment être définitive dans mes chiffres. J'ai certaines listes, mais je ne sais pas si tous ces enfants sont partis. Et je n'ai pas les listes qui disent qui est arrivé. Mais en croisant mes sources, en regardant à la fois la presse, les entretiens qui ont été faits après-guerre et les peu de sources que j'ai de l'époque, je vois qu'il y a 200 enfants qui arrivent en mars 1939 de différentes villes. Vienne, Berlin, Francfort, il a plus d'enfants, et puis Mince. Et puis Mayence, voilà, merci. Et puis on voit aussi un autre groupe d'enfants qui arrive plus tard, en juillet 1939, de Berlin, 40 garçons qui arrivent de Berlin en juillet 1939. Il y a une dernière initiative, si on a le temps. C'est-à-dire qu'une autre femme qui est très active, il faut citer son œuvre, c'est la baronne Yvonne de Reinsbourg, qui est donc la femme qui est responsable, qui est une des femmes qui aide l'OSE. Donc, l'OSE, à cette époque-là, c'est l'union donc l'union OSE. C'est une œuvre qui arrive en France en 1933 de Berlin, mais on sait que l'OSE est créé en Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1912. Et donc, l'Union OSE est aidée par la famille Gainsbourg, puisque la famille Gainsbourg également vient de Saint-Pétersbourg. Et donc, même si Yvonne de Gainsbourg, elle aussi, c'est une produit de la société israélite française, elle est absolument active dans ces cercles de philanthropie russe. Et elle va lever des fonds pour créer des maisons pour les enfants réfugiés. Et donc, c'est comme ça, c'est le préhistoire des maisons de l'OSE. Donc, on considère que ces maisons ont toujours existé, mais non, ces maisons ont été créées justement pour recevoir les enfants des Kindertransport. On sait combien d'enfants partent aux États-Unis, combien on arrive à évacuer d'enfants. Et est-ce qu'on sait aussi quels sont, parmi les gens que vous avez interrogés, ceux qui ont retrouvé leurs parents ? On sait oui, on a des listes beaucoup plus mieux construites pour les départs parce que c'est des organisations américaines qui sont basées aux États-Unis et on a les traces à la fois, on a toujours les archives de ces organisations. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de guerre qui va piller ces archives. Ce sont quelles archives ? Alors, il a des archives un peu partout. Il a l'organisation que j'ai citée plus tôt, the German Jewish Children's Aid. Ils vont être très actifs dans les départs et les évacuations des enfants. Ils gardent une trace. Mais aussi les Quakers. Donc, l'American Friends Service Committee a une trace parce que c'est eux qui militent pour les évacuations. Mais quand je parle justement de questions de perception de danger, les Quakers, ils ont un rôle à jouer dans cette histoire, mais ils ne se rendent pas compte que les enfants courent un danger mortel. L'OSE a une forte perception que les enfants courent un danger mortel. Et donc, l'OSE va sélectionner les enfants pour les évacuations. Il y a 250, 300 enfants qui partent. Pardon. Donc, il y a 300 enfants qui partent, dont à peu près 250 qui sont les enfants juifs. Les Quakers insistent à mettre les enfants espagnols dans les transports pour montrer au public américain que ce n'est pas seulement les enfants juifs qui bénéficient de ces transports. Et on peut lire plein de choses dans ces lettres. On voit que c'est très complexe, en fait. Je vous remercie, Laura Hobson-Faure. C'était passionnant, en fait, très touchant et très émouvant. Et c'était Dicolexique sur Judaïque, une émission de culture juive présentée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM, avec Avner à la technique. Sur Judaïque, une émission alphabétique de culture juive proposée et réalisée par Ariel Tion pour Judaïque FM.